À part ça, ne t'es-tu jamais demandé où tu pourrais enfin parler de tes projets et de les mettre en avant ? Reste avec nous, car chez SO Podcast, c'est précisément ce que nous faisons. SO Podcast, votre nouvelle source incontournable d'art, de culture et de sujets d'actualité en Suisse romande. Bonjour à tous, vous êtes sur SO Podcast, je suis Quentin Pidou, photographe, graphiste et vidéaste. Je suis accompagné de Dany et qui est Flaco. Comment tu vas, mon Yes sir, super, et toi? Ça raconte quoi? On est là, frère. Hein. Au top, on est là. Hein. Et du coup, on a la chance d'avoir Fabien Joséphine, connu sous le nom de The Good Son, et anciennement Afterfab. Voilà. Exactement. Et pour citer quelques morceaux et également ton projet qu'on va vraiment s'aboutir dessus au long du podcast, on peut citer Smooth Operator, que tu as fait un feat avec Kemis et Diana Martinez. Ouais. Statistiquement parlant, le morceau a fait plus de 1,9 million de vues. Déjà. Et déjà, comme tu dis. Et on va se pencher un peu plus maintenant sur toi, sur ton domaine artistique. Et après, dans un second temps, sur ton projet et un thème que nous avons choisi. Ok. Yes. Ça joue. Alors, comment tu vas ? Ça roule, mec. Ça roule. Il fait encore beau. On est en octobre. Let's go. De bonne humeur. Tu reviens de Barcelone, là ? Tu reviens d'où, là ? Yes. J'étais en Espagne le mois dernier, là, pour voir un peu comment ça se passait. Franchement, ça a prolongé l'été, donc... C'était juste pour prolonger l'été ? Entre autres, ouais, il y avait d'autres projets, mais ça n'a pas plus abouti que ça, du coup. Ok, On du a coup, profité du soleil. C'est bien ça. Hein. Bon, ouais. Ça. Et du coup, comment tu te présentes concrètement aujourd'hui ? Parce que tu es anciennement Afterfab, mais maintenant The Good Son. DJ compositeur, en vrai. J'étais surtout compositeur dernièrement, mais là, j'essaie un peu de revenir, depuis que je commence à vraiment développer mon projet The Good Son, à revenir un peu sur la scène, reprendre des dates, etc. Puis voilà, quoi. Donc ouais, DJ compositeur, je dirais, DJ producteur. Co-producteur. Et qu'est-ce que tu produis ? Du coup, quel style de musique tu produis ? Alors, je produis vraiment de tout, mais là, sur le projet The Good Son, je suis vraiment très inspiré de l'EDM, house, tech house. Un peu tout plein d'influences, tu vois, même du mid-tempo, certains morceaux. Juste là, ce qui me fait kiffer, mais toujours dans la même couleur, dans l'identité du projet. Ouais. Let's go. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours musical, ce que tu as fait avant jusqu'à maintenant ? Yes. Alors, j'ai commencé, j'avais 8-9 ans. On m'a offert des platines quand j'étais jeune, tu vois. Et je sais pas, en fait, j'en voulais déjà pour commencer un peu à mixer et tout, parce que je jouais sur Internet, Bob Sinclair et tous les trucs comme ça, là. Et bref, du coup, on m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je sais pas, j'ai commencé à mixer, je kiffais bien. Et du coup, ensuite, je me suis retrouvé pour m'amuser à mixer un peu à des fêtes de famille, etc. Classique. Et du coup, mes parents ils m'ont offert d'autres platines encore, de plus grosses, où j'ai pu un peu mieux m'entraîner, on va dire. C'était déjà un peu plus concret. Et j'ai continué à faire des fêtes de famille, etc. Et là, il y a une fête de famille, il y a un mec qui est venu qui m'a dit que c'était pas mal comment je mixais. Et il m'a proposé d'aller dans une association de DJ dans le PJX, ça s'appelle Academix, où là, j'ai commencé à mixer sur du plus gros matériel, tu vois, où j'avais pas forcément, qui coûtait déjà hyper cher à l'époque. Et du coup, c'est cool, franchement, ça s'est fait super rapidement. Là-bas, ils ont tout de suite dit que j'étais vraiment pas mal. Faut dire le terme. Et du coup, ouais, non, franchement, après, avec eux, c'est bien parce que c'est un peu eux qui m'ont mis dans la prod aussi. C'est eux qui m'ont filé le crack d'Ableton 8. Enfin, non, il m'a filé la licence parce qu'il l'avait sûrement acheté. Et bref, du coup, c'est là que j'avais commencé un peu à produire sur mon ordi chez moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'avais commencé à produire, mais assez rapidement, au bout de quelques jours, j'étais en mode c'est pas pour moi et tout. Et je sais pas, j'ai continué de mixer et tout. Et d'un coup, j'ai eu le déclic, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais me remettre un peu pour voir. Et je sais pas, tu sais, quand t'as un déclic, tu vois. Et là, j'ai commencé un peu à comprendre comment les choses fonctionnaient, etc. Et à faire mes premiers morceaux, si on peut appeler ça des morceaux, mais on va faire mes premiers trucs qui ressemblaient à quelque chose. Et de là, ensuite, il y a 1 an qui est passé où je faisais pour m'amuser. Et j'ai posté une vidéo sur Internet, sur Facebook. Tu filmes ton écran avec le son. Et là, il y a le DJ du Macumba à l'époque qui m'a envoyé un message en m'a dit c'est pas mal et tout, faudrait qu'on se voit, qu'on taffe quelques trucs ensemble. Ok. Et il s'appelait comment ce DJ ? D-Rage, Régis.
Il est tombé par hasard sur la vidéo ou tu l'avais envoyé Je crois que je l'avais ajouté en ami sur Facebook Ok. en espérant quelque chose et j'ai bien Ça a fait, marché. tu vois. T'as bien fait, exactement. Ouais, de ouf. Putain, Facebook. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis putain, c'est là où on se rend compte que nous on est plus anciens. Ouais. C'est ancien. Parce que là, à ta Nouvelle table, possible. l'autre jour, enfin avant, c'était pas le même discours. Hein. Ok. Non, mais c'était Pas juste gênant, le contraste. Excuse-moi. Et bref, et du coup, j'ai commencé à travailler avec lui sur quelques remixes officiels pour Yacast. En fait, c'était une société qui distribuait un peu tous les remixes. À l'époque, c'était des CD qu'ils envoyaient aux DJ résidents des clubs pour faire la promo des morceaux avec des remixes dessus. Ouais. Et du coup, c'était pas forcément les remixes officiels internationaux, tu vois, mais c'était les remixes officiels pour Le club. Yacast, etc., Ok, pour ouais. les clubs. Et du coup, de là, avec lui, j'ai commencé à faire quelques remixes pour les compiles. Il y avait Avicii, pour le morceau Addicted to You, The Days. Les autres, je m'en souviens pas en vrai. Je me souviens que d'Avicii. Je crois qu'il y avait un truc DJ Assad aussi. Ouais, bon, Ça- déjà, ça Avicii, remonte, c'est tu quand vois. même Ouais. cool, quand même, non Ouais, franchement, c'était cool. Pour l'époque, en vrai, genre, c'était une bonne entrée en matière, on va dire. Et du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que j'allais avec lui après les cours jeudi soir mixo Macumba. Ouais. Jusqu'à, je crois que c'était 22h, un truc comme ça, parce que j'étais pas majeur. J'étais encore au collège. Donc, j'avais pas le droit de rester après une certaine heure. Bref, de fil en aiguille, je commence à mixer aussi dans la grande salle, etc. le samedi. Ok. Du coup, là, t'avais quel âge là T'avais 16 ans, non Ouais, 16-17 ans. 17. 16. Mais je sais pas si j'étais déjà au lycée, en fait, j'ai un doute. Parce que je crois que j'étais. Je crois que nous, on avait 15 ans. On avait 15 ans. 15-16 ans, tu vois. Mais je crois que j'étais en seconde. Au closing du Macumba, quand j'ai fait la fermeture, en fait, la dernière soirée du Macumba, parce que ça a fermé du coup, là, j'y ai mixé. Et je crois que j'avais 16 ans, ouais. 16 et j'allais sur mes 17. Quelque chose comme ça, ouais. C'est fou comme parcours, Ouais. quand même, déjà. Ouais, le parcours déjà. Ouais, C'est franchement, ça. c'est assez précoce, tu vois, mais c'est juste tomber sur les bonnes personnes au bon moment, en fait. Tu vois. Juste. Et c'est un peu de la chance aussi, mais bon, je vais pas m'en plaindre. Totalement, donc pas se plaindre. Et donc ensuite, de là, le Macumba a fermé, et en même temps, je voulais commencer à mixer sur Genève, qui était la grosse ville la plus proche de chez moi. Et en fait, il fallait que je trouve un compromis parce que j'étais vraiment dans l'électro à Bâle, tu vois. Il fallait que je trouve un compromis entre l'électro et pour moi, Genève, c'était une grande ville, je connaissais pas trop, tu vois. Je n'étais jamais sorti sur Genève. Et c'était le hip-hop, tu vois, c'était la musique urbaine, tu vois. Urban. Du coup, j'ai cherché le compromis et c'était le moment où la trappe était en train d'émerger. La trappe électro était en train d'émerger, tu vois. Du coup, j'ai fait quoi ? J'ai commencé à DM les soirées étudiantes de Genève. Et du coup, moi, je jouais de la trappe et il n'y a personne qui jouait ça, en fait, à l'époque. Tout ce qui était twerk, trap, enfin, tous ces trucs-là. Ouais, exact. Snake et tout. Et il s'est trouvé que ça s'est plutôt bien passé. Et vu que c'était un style qui était ultra dynamique et que ça envoie de fou, tu vois, à chaque fois, je me retrouvais à mixer genre, sur la meilleure horaire. Alors que je n'étais pas forcément le plus gros nom du line-up, même si quand on dit non, on se comprend, quoi, des DJ. Bien sûr, ouais, exact. Ouais. Et du coup, ça c'est cool, tu vois, ça me faisait kiffer de mixer devant des gens et tout. Franchement, c'était bonne ambiance, les gens ils kiffaient, ils étaient bien réceptifs, tu vois, parce que ça restait quand même assez proche des sonorités trap et tout. Enfin, c'était de la trap, mais plus EDM, c'était de l'EDM trap un peu. Et à côté de ça, moi aussi, je commençais à produire de la future bass. Donc c'est toujours dans le même univers, très 150 BPM, 140 BPM. Et je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais en gros, j'ai commencé à sortir quelques remixes Future Bass au bol sur SoundCloud. Ouais. Et là, j'avais 17 ans pour le coup, du coup, si on peut situer, parce que je me souviens. Donc, du coup, j'ai posté un remix un soir sur SoundCloud au bol. Et le lendemain, je me réveille. Et genre, il y a 500 écoutes sur le truc, je suis en mode, ok, vas-y, lourd. Ça tue directement 500. C'était beaucoup pour moi. Bien sûr que c'est beaucoup. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr. SoundCloud, c'est pas les. C'est ça, Je me rappelle, SoundCloud. SoundCloud, il n'y a pas beaucoup. Ouais, mais en plus, c'était sur mon compte secondaire. Genre, j'avais même pas 10 abonnés. Tu sais, j'avais juste posté ça parce que c'était un backup pour pas me faire striker parce qu'elle était moteur et tout. la technique. Et 500 écoutes, et je vois un commentaire genre Here from Trap Music HD. Je fais ok, c'est quoi ça et tout. Je cherche sur YouTube. Et là, je vois, il y a mon remix qui avait été posté sur une chaîne YouTube, du coup, à l'époque. C'était Trap Music HD TV. Ouais. Et genre, ils avaient, je crois,
à l'époque. Maintenant, ils ont plus, mais à l'époque, ils devaient avoir 2-3 millions d'abonnés. et genre, je vois mon remix, il a 12 000 écoutes en 12 heures, tu sais. Et genre, pour moi, c'était genre énorme, tu vois. Tu m'étonnes. Et genre, je t'en mets putain, c'est quoi ce truc et tout. Et du coup, je me souviens toute la journée en cours et tout. En plus, j'avais pas beaucoup d'internet à cette époque-là. Du coup, genre, j'activais ma 4G entre les cours pour regarder les stats, Les tu vois. stats. Et à ce moment-là, en cours, t'avais des potes autour de toi et tu leur montrais tout ça ou... Ouais, j'avais juste montré à 2-3 potes, tu vois, mais Ok. j'allais pas le crier sur les toits. Ouais, bien sûr, non, c'est sûr, je vois. Et du coup, genre, même pas, je crois que c'était un mois après, même pas. J'avais fait un remix de Zara Larsson, justement. Mhm. Et pareil, je le poste sur mon SoundCloud secondaire. C'était un mercredi après, mais genre, je me souviens très bien. Genre, je l'avais posté comme ça, j'étais en mode, vas-y, à tout moment, il reposte sur Trap Music HDTV, et puis c'est cool, tu vois. Et il se figure que c'est Trap Nation, en fait, qui la poste et qui tombe dessus. Je leur avais même pas envoyé, hein, comme Trap Music HDTV. À chaque fois, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais rien envoyé. Je sais pas comment il tombait sur mon compte secondaire. Bref. Et du coup, il poste. Et là, la vidéo, elle fait 1 million de vues en une semaine. Et genre, j'étais en mode, ok, c'est lourd. Après, en un mois, elle fait 10 millions. C'était vraiment genre le pic genre de la chaîne. C'était vraiment le pic time. Ouais, exact. Genre, à cette époque-là, c'était assez ouf. Du coup, ça m'a permis quand même... Là, à ce moment-là, j'ai commencé des producteurs qui ont commencé à m'envoyer des messages, etc. Je travaillais avec pas mal de monde et tout. Et du coup, petite ellipse, tu vois. Genre, je continue mes dates sur Genève tous les mois, au MAD, au MOA aussi. Bypass. Bypass de temps en temps aussi, ouais. Mhm. Mais moins, quand même plus le... Ouais, non, mais je m'en souviens, c'était beaucoup plus ces boîtes-là. Ouais. Moi et, Le MAD, c'est le dommage MAD. qu'il ait fermé d'ailleurs. C'était vraiment... Ah bah c'est mes meilleures soirées là-bas. C'était vraiment lourd, hein. Franchement, la disposition était nickel. C'était bête de salle, c'était top. Et du coup, ouais, là, je commence du coup à parler avec mes gars, que maintenant c'est mes gars, Grizzly, Akalex, tout ça, de Mulhouse. Et ils m'invitent une première fois au Bassroom. Du coup, j'y allais pour mixer, tu vois. Et du coup, je faisais la première partie avec Akalex. On avait fait un B2B. Et genre, il n'y avait pas grand monde et tout. Et puis moi, j'étais un peu timide et tout. Bref, genre, c'était la première fois que j'allais à Mulhouse. Je connaissais pas trop, tu vois. Ouais. Du coup, j'étais pas full à l'aise et tout. Et j'étais en mode, putain, bon, bah, dommage. Mais après, le reste, c'était trop lourd, tu vois. Et du coup, il se passe qu'ils font une deuxième Bassroom. Et là, Grizzly, il me dit, vas-y, mais t'as pas mixé vraiment la première fois. Du coup, vas-y. Là, vas-y, on t'invite, tu vois. On te met une meilleure horaire. Et genre, fais-toi plaisir, tu vois. Genre... Et du coup, ils m'ont invité à la deuxième Bassroom. Et c'est là que j'ai rencontré tous les gens avec qui je travaille maintenant, tu vois, genre Joe Ike et tout. Et ouais, là-bas, j'ai posé un set de fou. Genre, franchement, je sais même pas comment j'ai fait. Enfin, j'avais vraiment préparé le truc avec des edits et tout, vraiment carré, tu vois. Ouais. Et ça, la préparation, tu prenais du temps à le faire Non, même pas en fait. C'est juste des idées de ça qui viennent à droite à gauche. Puis tu sais, quand tu cherches des sons et tout, t'es en mode, ah putain, ce son-là, il irait bien avec ça. Ouais. Ah, cette voix-là, elle irait bien sur ça. Ou Mhm. des trucs comme ça, tu vois. Je voulais vraiment avoir des trucs. Parce que je sais que déjà, c'est des gars pointus. Du coup, je sais qu'ils allaient jouer des trucs vraiment lourds. Mais il fallait que je trouve des sons encore plus lourds, tu vois, ou des edits encore plus lourds que je fasse. Pour pas que se retrouve à jouer les mêmes trucs. Genre, vraiment, j'avais vu le truc comme ça. Mais bref, du coup, je mixe à la Bassroom, ça se passe de fou, ça fait des vidéos, ça fait du contenu de fou. Et du coup, là, je rencontre mon gars Joe, qui me dit, vas-y, bah, viens semaine prochaine à Montpellier, on taffe du son. Je suis allé à Montpellier. À Montpellier, on taffe du son, ça se passe bien. Il me dit, bah, vas-y, semaine pro, je vais à Amsterdam, viens avec moi. Vas-y, je fais, vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre. Du coup, je monte à Dame avec lui. Et de là, en fait, vraiment, on a commencé à travailler tout le temps ensemble. Il y a des années, il y a 2-3 ans qui se passent, tu vois, il y a eu le Covid et tout, mais on continue à travailler ensemble. Il a monté le projet Karma Child. Du coup, je l'ai aidé un peu sur la prod à ce moment-là. J'allais en Suède avec lui et tout et tout. Et voilà, du coup, là, en gros, sur toutes ces années-là, je continuais de sortir mes remixes à côté sur YouTube, qui faisaient toujours leurs stats et tout. J'ai fait la pub du Paris Saint-Germain, entre autres, et Jordan. Ouais, exactement. C'était ça, du coup, le lancement. Ça, c'est le moment où j'ai changé de nom juste après le Covid. Ok. Ça m'a permis de changer de nom. J'étais en mode, vas-y, je repars sur une base solide. Donc voilà. Et on en arrive du coup à la Suède. Là, je commence à rencontrer beaucoup de monde qui sont dans la pop, mais aussi qui sont très dans l'électro et tout. Et c'est là que je me dis, putain, il faudrait vraiment que je me refasse plaisir à produire, parce que sur la fin, faire de la pop tout le temps, c'est ultra industriel, c'est l'usine un peu, tu vois. T'as l'impression que c'est toujours structuré pareil, etc. Genre, t'en bouffes, à la fin, t'en as marre, tu vois.
Et du coup, c'est comme ça qu'un peu j'étais en mode, bon, bah finalement, The Good Son, je crois que je vais le rediriger. De base, c'était un projet pop. Et au final, je me suis dit, je crois que je vais le rediriger sur en fait ce pourquoi j'ai commencé la musique, le style dans lequel j'ai commencé la musique, c'est-à-dire plus le DM, etc. Mais plus actuel et plus frais, on va dire, que voilà, quoi. Carrément. Ok. Du coup, en gros, c'est ça. Un peu long, mais c'est ça. Ouais, bah, beau parcours, hein. Vraiment beau parcours. Content de ce parcours? Ouais, j'avoue, t'es content? Jusqu'ici, ouais, franchement cool. Magnifique. J'espère un peu plus prochainement, mais on verra bien. Exactement. T'as fait. Incroyable, merci pour ce partage. En parlant d'actualité, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ta journée type Ok. de travail? Alors, Est-ce que tu as une journée type? Ouais, est-ce que déjà t'as une journée type? Alors, C'est vrai. avant, j'avais une journée de type dégueulasse. C'est-à-dire que genre, je me levais tard, je taffais vite fait avec des potes et on jouait à Warzone le soir. Et bref. Et je sais pas, bah là, en fait, ça fait 1 mois et demi là. Mais du coup, en partant à Barcelone, j'étais en mode, vas-y, faut vraiment que je me restructure parce que sinon, je vais faire 1 mois là-bas, tu sais, genre, je suis un peu solo, tu vois. Du coup, je suis en mode, si je me structure pas, je vais être sur mon lit toute la journée, je vais rien foutre, tu vois. Je vois. Du coup, bref, j'ai commencé à prendre un rythme, à me lever tôt. Là-bas, j'allais à la salle de sport tous les matins, tu vois. Après, à midi, tu vois. Et après, vraiment, on s'appelait avec, par exemple, William, avec qui je travaille pas mal. Kémis, Kémis, c'est ouais. un Kémis. artiste. Et on se colle, on se fixe les trucs qu'on a à faire et tout, voilà. Parce que si on a du taf, tu vois, ou sinon, moi, je me fixe quand je suis seul ce que j'ai à faire. Faire, ouais. Et je taffe jusqu'à pas trop tard. Avant, je travaillais tard le soir. En fait, avant, je jouais. Et ensuite, je retravaillais jusqu'à 2-3 heures, tu sais. Mais au final, ça te baise un peu le moral et tout. Là, matin, j'ai terminé pas trop tard. Genre 23 heures grand max, tu vois. Et après... Pour avoir une meilleure hygiène de vie. c'est ça, en fait. Ouais, c'est important. Et en vrai, depuis que j'ai un peu changé ça, je t'avoue que je me sens mieux, moins fatigué et tout. Et voilà, hein, franchement, j'essaie de maintenir ça même là, tu vois, depuis que je suis rentré. Bah, trop bien. Ouais. Ouais, non, Kémis qu'on salue, qui nous fait du coup le jingle de notre, c'est ça. de notre Oui, ça. podcast, de notre intro. On remercie aussi du coup Fabien, Joséphine pour la musique de l'intro. C'est aussi à l'intro, toi et sur yes. toi. Merci en tout cas. C'est- Et du coup, là, tu nous as parlé un peu de ton parcours. Est-ce que, à travers tout ce parcours, tu as une expérience ou quelque chose dont tu es le plus fier? Franchement, dont je suis le plus fier, je dirais quand même ouais, la pub du Paris Saint-Germain, mais c'est spécial parce qu'en fait, derrière, j'en ai pas trop tiré parti, tu vois. C'est vraiment... Mais avec du recul, en vrai, je suis fier de l'avoir fait et tout. En plus, c'est mon club de cœur, etc. Donc, franchement, c'est cool. C'était une expérience de fou, furieux. Mais sinon, le truc dont je suis le plus fier, franchement, c'est un peu tout en général, en fait. Genre, dans la globalité. C'est l'ensemble de ton parcours. Ouais, franchement. Tu es fier de toi? Ouais, dans la régularité, je trouve que je suis pas mal, là. Donc, Et les gens autour de toi sont fiers de ton travail? je crois, ouais. J'espère. Ah oui. Vraiment. Ok, du coup, tu nous parlais en fait du coup de ton parcours, mais comment aujourd'hui les artistes et les producteurs génèrent-ils leurs revenus? Comment toi, au final, comment tu agences tout ça pour gagner ta vie? Bah, moi, en fait, j'ai un peu vu le truc sur un autre biais. C'est-à-dire que je me suis dit, un projet musical, c'est dur d'en vivre en soi. Du coup, j'ai monté plein de projets sur les côtés, sur des niches musicales toujours. Et là où je produis, j'y mets moins d'attachement. Mais en fait, c'est tous les streams que ces projets génèrent accumulés qui me permettent de vivre. Et aussi, à côté de ça, je peux me concentrer sur mon projet principal pour le développer correctement. Ok. Ok, aujourd'hui, tu vis de ta musique? Aujourd'hui, ouais. Trop bien. Ça, c'est vrai. C'est beau. Vivre sa passion. Pour en revenir aux revenus, en fait, comment les maisons de disques, elles répartissent en fait les revenus générés par les streams? Est-ce que tu pourrais nous expliquer ou nous éclaircir un peu plus sur ce sujet? Bah, en soi, c'est assez simple, hein. Ils répartissent surtout sur des questions de pourcentage, en fait. Tu vois, tu peux avoir des deals à 50-50, des deals à 100, des deals à 60-40, 70-30. Ça, Est-ce que tu arrives à un peu plus mettre des termes? Est-ce qu'il y a, du coup, comment c'est divisé en gros, c'est
La plupart du temps, c'est toujours la maison de disques qui a la plus grosse part déjà. Bon. Donc c'est 70%, 70% pour le label, 30% pour l'artiste. Mhm. Enfin voilà quoi. Mais après aussi il y a les droits d'édition. Mais au final en fait c'est toujours les mêmes pourcentages un peu dans tout, tu vois. Ok. Genre sur le publishing et tout. Et après nous les artistes, si par exemple on est 2 artistes, on a 15% chacun sur un 70-30. Tu vois. Ok. On a Ouais, 25% chacun sur un 50-50. Enfin, moi en tout cas comment je travaille c'est equal split. C'est-à-dire que genre tout le monde touche le même pourcentage. Comme ça tout le monde est content. Il n'y a pas de galère de négocier avec le manager, etc. Respect. Ok, c'est cool. Ok. Et du coup, comment, sinon, les artistes ont d'autres formes de revenus. C'est quoi les formes de revenus quand tu es artiste? Franchement, moi, je me suis mis vraiment sur les streams. Donc, moi, ça va être vraiment les streams, Spotify, etc. D'autres gens, ça va être leur exposition sur les réseaux sociaux, placement de produits, des trucs comme ça. Mais ça, c'est artiste au sens large du terme, tu vois. Bien sûr, ouais, je vois. Là, je parle pas que de musique. Et après, il y en a, c'est sur du live, sur des performances, etc. Tu vois. Donc voilà, après, je vois pas trop... D'autres moyens. En déclinant des services, tu vois, si tu produis, tu sais masteriser, etc., tu vends tes masters ou quoi, des trucs comme ça. Ou tu peux vendre aussi tes services de composition ou d'additional production. Enfin, voilà, quoi. C'est assez vaste au final, ça. Ouais, il y a toujours moyen de tirer quelque chose de ce qu'on sait faire. Dans la musique. Même dans tout en général, tu vois. C'est vrai. Artistiquement, tu peux toujours trouver... Même si, au final, ce sera pas toi, ton objectif, tu peux quand même faire de l'argent sur ton talent, on va dire. C'est vrai. Ok, nice. Et du coup, c'est quoi les défis les plus courants que tu rencontres en tant que producteur de musique? Les défis. Ouais. C'est quoi les choses les plus compliquées que tu as dû manager ou ces choses comme ça? La contractuelle, bon, plus maintenant, mais à un moment, je lisais les contrats, je survolais les contrats, et j'en connais qui le font encore. Et sinon, en vrai... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus toi qui lis les contrats, tu as un avocat je les lis toujours, mais j'ai des gens qui m'aident pour tout ça. Ouais. Qui sont plus calés niveau droit, etc. Des fois, des détails et tout, tu vois, mais franchement, des détails plus des détails, à la fin, tu te fais avoir sur pas mal de trucs. Pas faux. Donc voilà, maintenant, j'essaie d'être plutôt carré sur tout ça. Et au niveau des défis les plus compliqués, pour... Sortir un EP peut-être? Non, pas forcément, tu vois. Non, franchement, j'ai rien de trop compliqué en vrai. À part vraiment tout ce qui va être contractuel, sinon tu fais ce que tu sais faire, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et est-ce que tu vois quelque chose de compliqué, par exemple, dans le fait... parce que quand je parle avec plusieurs personnes dans la discipline de se mettre au travail ou est-ce que ça, c'est quelque chose de compliqué au départ? Ça dépend de la volonté de la personne, en fait. Tu vois. Genre. Moi, j'étais dans un confort, j'étais en mode, vas-y, la musique, ça me prend pas trop de temps à faire. Mais en fait, si tu veux, tu peux toujours faire de la musique n'importe comment, tu vois. Mais genre, si tu veux vraiment être au mieux, et même mentalement, en fait, pour faire de la musique, il faut vraiment être... Pas concentré, mais tu sais, si tu veux chercher les idées ou quoi, Bien sûr. faut toujours un peu aller plus loin. Et c'est vrai que si t'as pas la bonne hygiène de vie, etc., tu te mets vite sur tes acquis. En fait, tu te poses sur tes acquis et t'arrêtes de développer, tu vois. Ce qui est bien là, c'est que maintenant, moi, j'essaie de quand je commence un morceau, c'est de commencer... Avant, j'avais la tendance à commencer toujours à partir d'éléments que j'utilisais tout le temps. Ouais. Maintenant, j'essaie d'un peu partir d'éléments que j'utilise jamais et à implémenter ce que je sais déjà, certains éléments que j'utilisais tout le temps, tu vois. Comme ça me permet de garder une identité au truc. Ouais, une fraîcheur. Tout en allant chercher des sons un peu à droite à gauche, plus originaux, quoi. Okay. Bien sûr. Ok, trop bien. Yeah. Tu nous as dit juste avant que du coup tu vivais ta musique. Tu nous as parlé du fait grâce au stream, etc. Et en fait, c'est quoi tes perspectives à propos de ça? De vivre de la musique? De vivre de la musique, exactement. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Là, la suite, franchement, le gros target, c'est tourner l'été prochain. Là, vraiment, je vais essayer de passer sur la phase live de mon projet. Donc voilà, la grosse target, là, c'est ça. Je travaille avec pas mal de monde sur ça. Et avec Iera Music, du coup, qui m'accompagne sur le projet. C'est une maison de disques qui travaille avec Warner, etc. Ok.
Et du coup, c'est eux, Antoine, du coup, de Hera, là, qui est vraiment derrière mon projet et qui fait bien tout l'idée et tout. Et du coup, ouais, là, la target, c'est vraiment de développer du live. L'été prochain, une tournée au mieux. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il t'aide pour ça ou ça va être vraiment une démarche Non. personnelle? Non, il m'aide sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est vraiment cool. Ok, ben on va reprendre un peu l'actualité. Le 22 septembre 2023, tu sors ton premier EP Ouais. sous le nom de Goodson, sous ton nom d'artiste de Goodson et avec le nom de Audio Architectura, Yes, c'est ça. avec entre autres des featuring avec Tels, Aramis, Young Drama, Yes. Harrison First et Mel Valtron. Melvatron, yes. Mel Valtron. Ouais. T'as commencé quand même tôt la musique, ça fait depuis tes 14 ans que tu fais de la musique. Tu as commencé par de nombreux singles et de remixes. Maintenant, ça Ouais. fait 10 ans un peu que tu es dans l'univers musical. Pourquoi autant de temps Pourquoi autant de temps et jamais avoir sorti C'est un de reproche ou... Un reproche ou Non, mais... Non, premier degré, on peut se poser la question. en Il y a des fait- gens qui se grillent en... Ouais. Bah, en fait, je pense que j'avais pas... je pense que j'avais juste simplement pas les... Pour moi, j'avais pas le niveau pour faire un projet cohérent et complet. Genre, jusqu'à maintenant, je savais produire, etc. J'avais déjà songé à sortir un EP, en fait, quand j'ai changé de nom. Mais c'était un EP plus pop et tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était plein de bons morceaux, mais il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas de couleur à la chose. Mhm. Là, en fait, j'ai commencé ce projet, justement, comme je disais avant, c'était pour revenir un peu à ce pourquoi vraiment j'avais commencé la musique. Et en fait, je me suis dit, maintenant, je sais faire ce que j'aimais bien quand j'ai commencé. Ok. Donc, c'est un peu ça, tu vois. J'estimais que j'avais le niveau maintenant pour pouvoir faire quelque chose d'abouti qui ressemble à ce que je veux que ça ressemble, ce à quoi ça ressemble. Et puis voilà, maintenant, je suis bien content. Je suis bien content de ce projet. En plus, les artistes avec qui je travaille dessus, il y a Aramis. C'est un gars avec qui je travaillais beaucoup en Suède et à qui je parle souvent. On travaille sur pas mal de trucs, il me donne pas mal de feedback et tout. Et je trouve qu'il est trop chaud. Et vraiment, même sur le morceau Too Much, de base, c'était juste moi et Young Drama. Et genre, on était en appel Discord, je lui fais écouter le truc. Il me dit, vas-y, envoie-moi le MP3 en speed. Je lui ai juste envoyé le MP3 et le drop, il me l'a fait en 15 minutes. Et genre, j'étais en mode, vas-y, je crois, on va garder ça pour la version finale parce que incroyable. genre, c'était trop lourd. Et sur le coup, il était en mode, vas-y, c'est pas fou et tout. Et j'ai dit, non, c'est lourd, on garde. Mais qu'il soit là sur Discord avec vous, c'était de manière random? Non, Ou, on s'appelle souvent pour se montrer des Ouais. sons ou quoi, pour se faire écouter des trucs ou même pour travailler. Des fois, il m'appelle parce qu'il a trouvé un truc sur FL ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, exact. Ok. Donc, ouais. Ok, trop 15 bien. minutes. Incroyable. Ouais, non, franchement, il est très très chaud. Et tu décrirais comment ton évolution musicale depuis tes débuts en tant qu'artiste, musicien, jusqu'à la création de Audio Architectura ou Architectura? Comment tu le prononces? Architectura. Il a lâché. Non, mais Franchement, il n'y a même Oula. pas de manière de le prononcer. Architectura. Normalement, ça se dit dans toutes les langues, avec tous les accents. Architectura, il a fait comme ça. Non, tu peux le dire en anglais, tu peux le dire en français, avec l'accent italien. Ça sonne bien tout le temps. Ouais, ça sonne bien, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ça fait pas un peu, peut-être, très premier degré? Bah, je trouve que ça colle bien avec ce que je voulais dégager de l'EP, tu vois. Genre, l'EP, techniquement, il est vraiment poussé. C'est pas un truc commercial, tu vois. Totalement. Genre, j'ai pas cherché à faire un truc commercial. J'ai vraiment voulu faire ce que je kiffais, ce que je savais faire au mieux, au moment où je l'ai fait. Et puis voilà, je trouve qu'il fallait quand même que ce soit assez sérieux. Parce que je trouve que c'est pas rien non plus de sortir un EP. Et vu que j'avais pas mal un attachement à ça, j'ai préféré avoir un nom assez sérieux qu'aller avec. Et puis, ça colle bien aussi avec toute l'ADA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Totalement. Quelque chose de très sobre, des grandes lignes. Je trouve que l'architecture, c'est quand même un art qui est très noble. Et au final, ça. je trouve que ça colle très bien avec ta ADA, quoi. 100%. Yes. Ok, trop bien. Et du coup, du coup, tu as un peu répondu pourquoi ce nom. Il y avait une volonté qu'il soit prononçable dans toutes les langues? Non, c'est une Non. Comment tu as trouvé le nom, concrètement? Ouais, c'est vrai ça. Bah, le label, parce qu'en gros, l'EP, il est prêt depuis un bon moment. Le label, il me disait, bon, fallait un nom. Moi, je trouvais pas de nom. Du coup, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT. Non, ferme ta gueule.
Et il m'a sorti ça, j'étais en mode, ah, c'est pas mal, tu vois. Et puis, c'est comme ça que j'ai eu le nom du projet. C'est très décevant comme réponse. C'est décevant, mais au final, j'en ai trouvé un sens, donc ça reste cohérent, tu vois. Bon, après, il y a du prompting à faire, hein, quand même, pour arriver à ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais, pas Parfois, faux. on se rend pas compte. Non, j'ai un peu décrit tout l'univers, tu vois, de l'EP que je voulais et tout, et puis il m'a sorti ça, j'étais en mode, vas-y, ça, c'est Bon, en vrai, ça colle de ouf. Hein, en vrai. C'est pour ça. Pourquoi se casser la tête? C'est bien vrai. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va revenir sur cet EP. Du coup, on compte 5 featuring. Pour un EP, c'est pas un peu beaucoup? Non. Qui a dit que c'était beaucoup? Moi, je te le dis, je trouve ça beaucoup. Pourquoi? Alors, non, c'est vrai que normalement, pour moi, alors, dans mon premier sens de la lecture, un EP, c'est un peu une présentation et une volonté de montrer ses compétences et ses skills. Et d'une certaine façon, quand tu fites avec quelqu'un, c'est quand même une track que tu partages et que, au final, est-ce que dans un EP où il y a une volonté de montrer une DA et une inspiration artistique, quand tu fais beaucoup de featuring, ça laisse un peu de l'espace de dire ah mais il est bien, mais au final il est agrémenté de beaucoup de styles de différentes personnes. Ouais, bah après moi je chante pas. Il fallait bien des voix sur les morceaux, tu vois. Les gens ils savent qu'ils écoutent l'EP d'un producteur, d'un artiste, on va dire. Enfin, je me considère comme artiste. Mais je voulais pas prendre des voix random sur internet ou quoi. Là, en vrai, c'est une des parties que j'ai le plus kiffé. C'était vraiment genre faire les prods et ensuite aller diguer des artistes sur des playlists Spotify ou quoi. Genre je mettais Underground et tout. J'ai pas cherché des mecs connus ou quoi, ça. J'ai juste cherché les voix qu'il fallait pour les morceaux. Ok. Mais Harrison aussi d'ailleurs, avec lui, c'est un mec que j'ai rencontré en Suède aussi. Et ouais, lui je kiffe trop sa vibe aussi et tout. Et je lui ai proposé d'être sur le track et il a été chaud direct. D'ailleurs, il y a peut-être un projet commun avec lui là. Ah, en 2024. Pour 2024? Ouais, peut-être. Trop bien. Et juste question à part, en fait, tu trouves comment? Tu digues un peu pour les trouver, les artistes qui pourront coller sur tes prods? Franchement, ça prend du temps. Hein. Ouais, j'imagine. Moi, Non, sur le morceau Antidote, là, Tells, je cherchais une voix avec un accent UK très prononcé, tu vois, très gang un peu dans la vibe. Exact. Parce que le morceau, c'est pour moi ce qui dégageait. Un peu dans la vibe Calo, je sais pas si vous voyez Fake ID. Bref, c'est UK à balle. Et du coup, je cherchais une voix comme ça et putain, j'ai digué sur des playlists Spotify, je mettais Underground UK track, des trucs comme ça, des sons à 2000, 3000 écoutes, tu vois, des playlists plein de sons comme ça, tu vois. Genre, limite, des fois, c'est des playlists des gens perso qui sont en public, qu'ils n'ont pas mis en privé. Du coup, tu te balades, tu cherches, tu contactes les artistes sur Instagram, ils te répondent pas. Mais au final, ils ont répondu et ils sont sur l'EP, quoi. Magnifique. Incroyable. Ça tue ça. C'est vrai qu'au final, c'est l'EP d'un producteur plus que d'un musicien. Et en fait, est-ce que ça fait pas partie du métier au final de chercher des artistes, du métier de producteur? Bah si, en fait ça dépend de ce que tu veux, tout simplement. Moi je voulais vraiment telle voix pour tel morceau. Du coup je suis allé chercher telle voix et tant que je l'ai pas trouvé, le morceau il sera pas terminé, tu vois. Bien C'est vraiment comme ça que j'étais. Bonne démarche. C'est quand même assez exigeant quand même, parce que t'as buté face à peut-être à pas avoir de réponse de certains artistes ou tu as eu de la chance que tout s'est aligné et que les gens te répondent rapidement. Franchement, c'était juste les voix, c'était l'histoire de 3 mois, je pense. Parce que les morceaux, ils ont fini assez tôt. Okay. Mais ouais, non, les vues que tu te prends sur Insta, parce qu'en fait, au moment où je contactais les gens, le projet n'était pas développé. J'avais rien sorti encore. Enfin, à part la pub pour le Paris Saint-Germain, j'avais rien poussé, tu vois. Du coup, même au niveau des artistes, c'est pas forcément attractif de travailler avec quelqu'un qui a pas encore développé le truc. Donc je comprends aussi qu'à ce moment-là, ils aient pas répondu. Après, bon, j'ai pas. C'était aussi. Des fois, je t'ai fait des artistes à 100K, je me dis à tout moment, ils répondent, tu vois. Faut toujours tenter. Mais bon, je suis pas plus surpris que ça. Mais au final, c'est ceux que j'appréciais le plus qui ont répondu. Incroyable. Ça, c'est beau. Donc, j'ai eu pas mal de chance sur ça. Ouais. Incroyable. On va aborder le featuring Too Much, que tu es en feat avec Young Dreamer et Aramis, si on prononce comme ça. Yes. C'est un feat qui nous a beaucoup retenu notre attention. Enfoiré, va. Là, c'était petit de ma part, je suis désolé. Non, je rigole. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce featuring un peu? Le processus ou comment se sont fait les connexions? Tu nous as déjà un peu parlé par rapport au drop. Ouais, c'est vrai, exactement. Déjà, comment exactement? Non, alors ce processus. Alors, de base. C'était Harrison, il m'avait demandé pour un morceau qu'il avait avec une artiste espagnole, j'ai oublié le nom, mais c'était une démo.
J'avais fait une base et tout, et je l'avais envoyé, et il avait pas trop accroché. Il a dit, c'est pas trop l'identité que je lui donnais un morceau, tu sais, parce que c'était un truc ultra coloré, tu vois, et puis là, elle est hyper sombre, l'instru, tu vois. Et moi, je la kiffais de fou, l'instru. J'étais en mode, elle a un potentiel. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai envoyé à Bizarrap, je lui ai dit, vas-y, à tout moment, avec Rosalia, si tu veux. Bizarrap Session. Oui, bien sûr, exactement, Bizarrap. Genre, parce que pour moi, ça passait crème, tu vois. Ouais. Bref, pas de news. J'étais en mode, bon, je crois que je vais garder le morceau pour mon projet. Et au moment, je crois à ce moment-là, il y a le film Spider-Man Into the Verse. Là. Ah oui, ouais, exactement. Ouais, un truc comme ça. Avec un son de Travis Scott dedans. Et juste. Et je trouvais que ça ressemblait grave au morceau Too Much. Et j'étais en mode, putain, il me faut un mec qui a un peu cette voix-là, c'est un peu autotune et tout. Et il y avait mon gars Drama. Lui, j'ai déjà quelques morceaux avec lui qui sont toujours pas sortis en fait, et que je pense pas qu'ils vont sortir, c'est encore des démos, tu vois. Ok. Mais je lui envoie le track, et il recorde dessus, et je suis en mode c'est exactement ça qu'il fallait pour le morceau. Donc il a tout rec. Et de base, en fait, il y avait pas les drops, comme j'ai dit. C'est plus tard avec Aramis, quand ça s'est appelé, qu'il a fait les drops. Et là, le morceau était vraiment fini pour moi. Non Ok. Incroyable. Bien vu, bien vu. Il a une forte identité, j'aime beaucoup sa voix. J'ai vraiment, je trouve que le son, il me rappelle beaucoup un peu du Travis Scott aussi, c'est vrai. Ouais. Et, je trouve que l'identité et le son, il est vraiment cool. Fort. Mais là, quand tu dis Spider-Man, mais totalement. Quand j'avais écouté, j'avais fait un lien avec. Je me suis dit, ça pourrait être dans le Spider-Man qui est sorti, là, avec Miles Morales. Et les autres. Non, franchement, c'était vraiment bon. En parlant de son lourd, tu commences là avec ton EP avec Lose It. Ouais. Le son qui est le plus technique de l'EP, qui est assez au final. Est-ce qu'il est destiné vraiment vraiment à des puristes parce qu'il est ultra technique, En fait, Lose It, c'est genre le morceau que je pense qui est le plus influencé de tout l'EP, tu vois. Putain, je dis beaucoup, tu vois, faut pas. C'est le morceau qui est le plus influencé. C'est vraiment quand je suis revenu de Suède, j'ai fait ce morceau-là parce que il y avait le Swedish House Mafia qui venait de sortir leur projet. Ouais. On avait écouté le projet du coup avec Aramis et Joe Ike au studio. Et là, j'étais en mode putain, c'est lourd de fou. S'ils reviennent, tu vois, ça va faire revenir la vieille vibe EDM et tout. Ça va recréer des tendances et tout. Et moi, je me suis dit, en vrai, c'est vrai que je kiffe ça. Et tu sais, de voir qu'ils reviennent, eux, ça m'a fait rappeler pourquoi j'avais commencé la musique. Enfin bref, on en revient à ce que je disais avant. Exact, ouais. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à... J'avais ce morceau de... J'ai oublié le nom. Un vieil artiste italien et qui commence avec l'orgue du début du track. Ok. Et je trouvais que c'est un morceau qui commence comme ça et je trouve que c'est trop efficace. Après, lui, ça partait en jazz, un peu en funk, disco. C'était Adriano Celentano? Non. Ok. Je l'ai tenté. Ouais, c'était... Putain, je vais dire de la merde. Non, mais alors, Et Pipo, un truc comme ça. J'ai pas la ref. Ah non, je Pipo, peux pas. Je peux... Zetti, je sais plus. Laisse-moi lui. Et ouais. Et en fait, ce morceau, de base, c'était parti sur une vibe take house. Et d'un coup, j'ai fait, en fait, non, pourquoi je fais de la take house? C'est un truc qui se fait maintenant, mais ça ressemble pas du tout à ce que je kiffais. Et bref, du coup, j'ai tout supprimé. J'ai juste gardé l'orgue à l'intro. Je les stack avec un autre orgue et tout. Je vais donner de la texture. Et derrière, après, j'ai trouvé cette loupe de basse là qui vient juste derrière, là, hyper sombre. Là aussi, je l'ai retravaillé. J'ai rajouté une autre sub par-dessus pour vraiment donner de la présence. La voix, je l'ai trouvé comme ça. Enfin, tout s'est fait un peu à la suite. Et le drop aussi, c'est vraiment le morceau là, et c'est le plus influencé par Swedish House Mafia. En fait, vraiment, c'est pas un hommage, mais c'est presque, tu vois, genre vraiment dans toutes les sonorités, même le bridge dans la deuxième partie avec les gros synthés, c'est genre vraiment genre Greyhound, leur morceau là, genre c'est des morceaux que j'ai saignés, tu vois. Okay. Donc un peu tout ça, voilà quoi, ça a fait ce morceau là. Et pour moi, l'intro avec l'orgue, en fait, c'était vraiment genre une intro à part entière, en fait. Du coup, il fallait que ce soit le premier track de l'EP. Je trouve qu'il envoie de fou le morceau, il te met d'accord, tu sais dans quoi tu t'embarques. Et puis je trouve il est catchy, tu vois, il a son truc. Donc, et techniquement, c'est vrai qu'il est grave poussé. Totalement. Donc voilà. Et dans ton projet, est-ce que tu as un morceau préféré?
Bah, Lose It. Lose It. Franchement, Lose It. Ouais, Ok. sans hésitation. Et il y a des influences ou des inspirations qui sont moins évidentes que les auditeurs pourraient être surpris de découvrir? Sur ce projet-là, Bon, je pense que pour Lose It, c'était assez évident qu'il y avait une grosse inspiration de C'était Chef Mafia. ouais, mais non, franchement, sur ce projet-là, c'est un peu tout ce que j'écoutais au moment où j'ai fait le projet et tout ce que j'écoutais à l'époque, c'est-à-dire celui de Mafia, on y revient encore. Mais à ce moment-là, il y a, pour le Antidote, par exemple, il y avait le morceau de Calo, Fake ID. Je sais pas pourquoi je m'étais remis à l'écouter. Il y avait quoi d'autre? Le Don't Stop, non. C'est vraiment de la spontanéité plus les morceaux. Je n'ai pas cherché trop d'influence. Juste des inspirations, genre inconsciemment, tu sais, genre pour moi, ce à quoi ça ressemblait à l'époque, j'essaie d'y remettre sur le papier, on va dire. Et puis voilà, mais j'ai pas trop, à part Travis Scott, du coup, sur le Too Much. Franchement, j'ai pas trop plus d'influence, tu vois. C'est plus dans les styles que dans les artistes. Les artistes. Oh, ok, je vois. Ok, merci. Ok. Et maintenant, on va parler un peu de tes retours, de ton public. Est-ce que tu as eu des retours qui t'ont surpris ou touché? Est-ce que tu as eu ça? Bah alors, franchement, en fait, je me rendais pas compte à quel point sortir un EP, ça pouvait. Les gens, ils étaient hypés par sortir un projet, en fait, parce que j'ai toujours sorti des singles jusqu'à maintenant ou des remixes. Et c'est vrai que même avant qu'ils sortent, quand j'ai teasé le truc, j'ai reçu plein de messages en mode mec, envoie l'EP et tout. Genre, faut que j'écoute ou j'irai écouter ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. En vrai, c'est cool. Je reçois ça aussi quand je tease des singles, tu vois. Mais là, plus que d'habitude. Du coup, ça faisait plaisir. Et même les gens, du coup, ils sont un peu plus intéressés au projet. Et quand il est sorti, j'ai reçu vraiment la dose de messages en mode putain, vraiment solide ton EP et tout, lourd et tout. Et le jour de la sortie, j'ai été joué par Dimitri Vegas, Like Mike. Du coup, genre, ça aussi, c'était une grosse influence de l'époque. Ouais. Genre, du coup, j'étais en mode, bon, ben, nickel, la target, elle est visée parfaitement. Et la semaine d'après, il y a Armin Van Buren aussi qui a joué Lose It. Donc, Ouais. Incroyable. Ça tue, mais c'est. donc, franchement, trop bien. Et puis là, il y a encore plein de DJ qui continuent à le jouer. Et j'ai eu pas mal de feedback aussi d'autres gros noms qui n'ont pas encore joué le morceau, mais en tout cas qui l'ont kiffé. Magnifique. Putain, t'es content? Ouais, franchement, ça fait plaisir. Surtout Dimitri Vegas, Like Mike, en fait, parce que c'est vraiment à l'époque 2011, leur set était bon en 2011, c'est vraiment le set qui m'a le plus matrixé dans l'électro, on va dire. Genre, c'est vraiment ça. Genre, pour m'entraîner à mixer, genre, j'essaie de refaire leur set. Après, j'ai compris qu'il y a des trucs qui étaient faits à l'avance. Du coup, je me cassais le cul à moi, essayer d'y faire en live sur les platines. Mais du coup, ça m'a permis de prendre du skills au final. Et ouais, je me suis buté à tous leurs sets, notamment en 2012, 2013, etc. Genre, j'étais fan hardcore, tu vois. Donc, le fait d'être joué par eux, je me dis qu'en vrai, c'est que j'ai vraiment visé juste. Ouais, un accomplissement de fou. C'est ça. Ouais, respect. Trop bien, trop bien. Bah, en vrai, tu peux te fier de toi, en vrai. Non, C'est d'être validé par ses pairs, c'est quand même cool. C'est ça. Franchement, que demander de plus? Bien, de fou. Que demander de plus? Est-ce qu'il y a-t-il un moment particulier qui a retenu ton souvenir, enfin qui a été assez mémorable pour que tu as vécu lors de cette création de cette EP? Est-ce que tu as un sentiment, tu as un souvenir qui reste ancré en fait face à grâce à cette EP? Un souvenir, je me dirais, c'est le moment de base en fait où on écoutait un jour à l'avance l'album de C'était Chef Mafia en Suède. Justement, et c'est là que j'ai eu le déclic en fait par rapport à tout l'EP en fait. Ouais. Donc à ce moment-là, ouais, ça devait être ce moment-là, je pense. Peut-être avec qui à ce moment-là? J'étais avec Joe et Aramis, ouais. On était dans le studio, on écoutait ça. Franchement, ouais, je pense que je dirais ça. Sinon, ouais, toujours sur la création de Too Much avec Aramis. Hein. Franchement, c'est pas marquant, mais c'est plus marrant, dans la façon de cette fait, tu vois. Ok, merci. Et pour revenir à l'EP, bien sûr, en quoi la création de cette EP, en fait, elle a eu un impact personnel sur toi ou en tant qu'artiste? Est-ce que tu as eu un impact? Genre, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience en sortant l'EP? Bah, en fait, la sortie de l'EP, là, elle m'a permis de enfin savoir dans quelle direction je partais sur The Good Son. Ok. Genre, vraiment, là, maintenant, je sais où je vais emmener le projet. Je sais où est la target. Ouais. Et pour moi, là, franchement, le projet The Good Son, là, maintenant, il est lancé, tu vois. Genre, jusqu'à maintenant,
Voilà, j'avais sorti des sons, mais des singles qui étaient même pas forcément cohérents les uns les autres, signés à droite à gauche dans des labels pas forcément incroyables, tu vois. Et du coup, là, maintenant, j'ai un peu structuré les gens avec qui je travaille. Je pense être plus sur le long terme. On a tous à peu près le même objectif pour le projet. Ouais. Donc ouais, franchement, sur ça, là, maintenant, le projet, il est lancé. Et c'est un peu ça le truc que j'en sors, tu vois. C'est d'avoir enfin une direction. Et c'est vachement plus simple aussi pour travailler, de savoir où il faut aller. En fait, maintenant, tu as la direction. C'est ça. Ok. Et les retours, en fait, Ils t'ont conforté dans cette direction. conforté dans la direction. Parce qu'au début, je me disais peut-être que ça va flop. Je pensais que ça allait flop, tu vois, parce que c'est pas forcément des styles que les gens écoutent. Au final, non. Le truc marche vraiment bien. Donc, Est-ce que tu avais un peu de pression avant de le sortir ou tu le sentais plus en mode allez, let's go? non, enfin, j'avais pas de pression. J'étais vraiment en mode faut que je le sorte pour ensuite sortir les autres morceaux qui sont tout aussi lourds. Bien dit. Ok, Mais ok. il fallait commencer par là, quoi. Et là, il y a comme sorti, comme premier EP, retour d'expérience. Est-ce que tu es content des chiffres que ça a fait? Franchement, ouais. Je m'attendais À moins? ouais, vraiment à moins. Parce que c'est vraiment niche, en fait, comme style. Enfin, niche, non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Mais c'est pas aussi accessible que la pop ou que la house ou la tech house, tu vois. Je pourrais même pas donner de réel style à l'EP parce que EDM, je trouve que c'est hyper large encore comme style. Comme style, ouais. Et moi, j'avais une question, je me rends pas compte. Est-ce qu'un EP comme ça, on peut le signer en maison de disque? Quelle est est-ce qu'on peut essayer de le pousser par des labels? Quelle est une volonté de sortir un EP au point de vue de connexion avec les majors? Ben, pour signer un projet en major, en vrai, c'est vraiment, je pense, ça va dépendre de qui c'est. Si c'est pas un artiste signé, c'est le storytelling, comment tu vas vendre l'EP, la qualité de l'EP, hein, Bien sûr. beaucoup, et beaucoup aussi l'image que l'artiste a. Enfin, c'est vraiment la vision globale de l'artiste, en fait. Si tu veux signer quelque part, je pense que c'est là aussi, ça va jouer par les sentiments aussi des DA, s'ils vont avoir un coup de cœur ou pas. Bien sûr. Je pense que c'est beaucoup au coup de cœur sur les projets déjà faits. Déjà fait, ok. Trop bien. Et si tu devais choisir un seul mot pour décrire l'essence de cette EP, ce serait quel mot? L'essence? Ouais. Le nom de sang, t'es plutôt Genre- diesel, toi. Ouais, t'es plus diesel. Non, l'essence de l'EP, je dirais sombre quand même. Parce que Mon mot. c'est un peu l'univers du truc, quoi. Ok, bon, on va écouter un extrait de ton EP. Est-ce que, hors podcast, t'as une vidéo d'un de tes sons qui est joué en live ou pas? En live, je suis joué sur des radio shows, donc j'ai une vidéo du morceau de Drink and Dance qui est joué en live. Mais elle est courte, hein. Mais ça peut... Bon, c'est juste pour nous, pour une instant. pour une ancienne. Ouais, je t'enverrai. Merci. Magnifique. Ça joue si on met Lose It ou vous avez une autre logo? Vous voulez mettre un autre son? Non, mais Lose It, parce Oui. qu'on en a parlé. Donc, Parfait. Incroyable. Putain, ces casques, ils ont vraiment zéro basse. T'as pas compris? Ces casques, ils ont zéro basse, c'est une dinguerie. Moi, je trouve qu'on ressent beaucoup l'inspiration de CD Surf maintenant. Ouais, de ouf. Non, il est trop d'or ce morceau. Incroyable. Ouais. Mashallah. Ça, tu peux le dire. ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ. Je suis pas une bombe latine, bim dans ta team, DJ.
partir sur la deuxième partie de ce podcast, du coup, sur le sujet qu'on a choisi. Yep. Du coup, le sujet, c'est l'IA en harmonie, la révolution... attends, quoi ? Non, l'IA en harmonie, révolutionner la création et l'expérience musicale. Ok. Bon, ça, c'est la synthèse. Mhm. On va commencer par la question. C'est comment tu définirais-tu le rôle de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la musique aujourd'hui ? Est-ce qu'il a une grosse place ? Non, pas encore. Pas encore, mais je pense qu'avec le temps, là pour l'instant, ils sont en train un peu de mettre des règles dessus. Genre, il n'y a pas encore de règles définies. Ils sont en train de législater une législation. Législationner, non ? Légaliser, je sais pas. Mettre des règles sur ça en tout cas. Voilà. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas encore de. Putain, j'ai oublié le mot. De cadre. Non, de précédent. Jurisprudence. Ah, ok, ouais, je l'avais pas. Moi j'avais un précédent, moi. Ah non, ouais. Moi j'avais jurisprudence. Bien vu. Et du coup, il y a déjà eu un cas qui a fait jurisprudence, du coup. C'est le morceau de Drake et The Weeknd, là. Ok, ah. Et du coup, là, les labels, ils se sont dit, OK, il faut prendre le truc au sérieux. Je crois, alors peut-être j'ai une bêtise, mais je crois qu'Universal, ils sont en train de travailler justement sur ça avec Google ou une autre entreprise pour les réguler. Mhm. Et voilà, après, il y a d'autres artistes qui ont pris le truc à contre-pied en mode, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais elle avait dit, si vous utilisez ma voix via une intelligence artificielle, vous pouvez le faire, juste, je pense, 50%. Ok. Tu vois. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de... C'est un peu qui fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. C'est comme les trucs avec Angèle, là. Exactement. On On va en revenir. Mais exactement. Ça s'est fait, mais tout pareil. Après, là, c'est différent parce que pour moi, ça joue, normalement. Parce que ça compte comme un cover, vu qu'il a refait complètement instrumental. Et bon, apparemment, non, ça joue pas. Mais voilà, comme je dis, c'est vraiment au jugé. Genre, il n'y a pas forcément de... Après, ils sont débiles, ils auraient dû faire une version... Ça aurait grave marché, je pense. Ils auraient sorti une version officielle. Officielle, ouais. Ah, putain, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, mais bon. Mais parce qu'en plus, Angèle avait repris en live sur un live. Ouais, elle a fait ça à la vidéo. dernière date de son concert. Exactement, il y a ça 2 dingue. semaines. Ouais, mais c'est fou quand même. Mais le truc s'est fait connaître grâce à un TikTok d'elle, justement, qui rejoue le truc au piano en speed et qui refait. Et tu vois qu'en fait, ça sonne exactement pareil. Après, je sais pas si c'est elle qui a pas voulu faire, ou le label, ou Gazo, ou l'autre. En vrai, ça les a giga profité. Hein. Ils ont le fait que. Ouais, parce qu'en fait, tout le monde. Mais ça leur a profité, mais en vrai, leurs morceaux, tout le monde s'en foutait. Les gens, ils voulaient écouter la version avec Angèle. Quoi. Ouais. C'est juste que. en elle fait- n'était pas sur les plateformes, ils se contentaient de ça, mais c'est vrai que la version d'Angèle est 100 fois mieux. Oui, moi je l'ai écouté. Moi je l'écoute en balle Ouais. sur YouTube. Mec. C'est C'est son- incroyable. Efficace. Donc voilà, mais au moins le mec qui l'a fait, il a pris un peu de reconnaissance et c'est bénéf pour lui. En vrai, c'est bon neuf, c'est vrai. Mais tu sais comment ça fonctionne du coup, ce système d'IA qui peut reproduire les voix. Ouais, c'est tout simple en soi. En gros, tu chantes un truc. En gros, c'est des modèles entraînés avec des voix de chanteurs, etc. Sur je sais pas, 100 pistes audio de la voix, sans musique derrière, juste de la voix de l'artiste. Ouais. Tu vois, donc tu peux choper sur des interviews, sur des trucs comme ça, des podcasts. Et après, du coup, tu entraînes l'intelligence sur ça. Et à côté, toi, tu chantes le truc, en fait, où tu peux le faire chanter par n'importe qui. Tu prends une acapella, par exemple, Mhm. et tu la mets dans des sites internet, des fois, où c'est des logiciels, des fois, où c'est des Discord, des fois, Mhm. avec des modèles qui sont déjà pré-entraînés avec la voix de l'artiste. Et en fait, l'intelligence, elle va remplacer la voix et le truc chanté par la voix de l'artiste. Oh, ok. Et voilà. Et après, des fois, ça dépend. Tu peux déjà avoir la voix traitée avant, tu l'envoies et il remplace. Mais je pense que le mieux à faire, c'est que tu traites la voix après. Juste tu l'autotunes. Comme ça, c'est déjà dans les bonnes notes. Et puis voilà. C'est vrai que mais tout le monde disait qu'il fallait avoir un bête de PC pour le faire. C'est par rapport au. Non, moi, je l'ai fait sur mon PC, sur Discord. Ok. Donc, Fin de la légende. Fin de la légende, c'est vrai. Enfin, tout le non, monde mais dit ça je sur pense Twitter. que si tu veux avoir le modèle, si tu veux entraîner le modèle toi, Ouais. là, je pense que ça... faut que le PC soit puissant, mais s'il n'est pas puissant, ça va juste prendre du temps. Ok, ouais, exactement. Mais tout le monde peut le faire en vrai. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Ok. Et tu te sens comment au point de vue éthique de l'utilisation de la synthèse du vocal par l'intelligence artificielle? Moi, je trouve c'est un bon outil. Ouais.
pour te projeter, par exemple, sur des morceaux, pour pitcher à des artistes. Ok. Je trouve quand même que dans l'affinité, il devrait toujours reposer. Mais je trouve que, par exemple, tu as un brief pour un artiste, tu règles avec les writers, etc. Tu fais les versions. Et après, pour te projeter, tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer la voix, pour voir un peu comment ça donne, pour te projeter. Et puis même l'artiste, quand il va écouter, il va peut-être mieux se projeter, ou la maison de disques, tu vois. Parce que des fois, tu vas lui proposer une prod, un truc, un son. Il va l'écouter, il va être en mode je me projette pas, tu vois. Mais le fait que ce soit sa voix directement dessus, il se dit putain, ok, mais peut-être là, je pourrais faire ça à la place, etc. Tu vois. Ça peut être un outil pour l'instant. Après, je pense que dans l'infinité, ils vont tuer ça comme une industrie, tu vois. Ils vont saigner ça. Les artistes, ils vont même plus enregistrer, je pense. Je sais pas, c'est mon point de vue. Tu vois. J'ai un soupçon sur le dernier album de Drake, que le morceau avec Bad Bunny. Ah, tu parlais. Je sais pas si c'est lui qui a fait. Mais à part ça, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Au fait que, par exemple, le fait que si tu proposes un son et que la personne ne se voit pas dessus, tu utilises les intelligences artificielles pour lui dire non, tu vois, ça peut passer. C'est vrai que j'avais jamais pensé à cette manière c'est meilleur faire c'est la meilleure maquettage possible. Ouais, c'est exactement ça en fait. Et ça, j'avais pas pensé à ça. Après ça. Par exemple, tu vois le morceau de Drake The Weeknd là. Ouais. Ça aurait pas été Drake The Weeknd, le truc il aurait même pas fait le bruit. Alors qu'avec l'air de voix par-dessus, ça passe crème, tu vois. Typiquement, l'instrumental, elle a rien d'exceptionnel, mais juste le fait qu'il y ait Drake The Weeknd, les gens ils se sont projetés, ils se sont dit putain, ça fera un bon morceau. Voilà. C'est vrai. Du coup, on a parlé avant du remix de Cyan avec Angel en AI qui a été produit par LNK. Comment tu prononces ? LNK, ouais. Et j'étais curieux, au point de vue juridique, tu penses que ça se passerait comment si c'est du coup là concrètement ils monétisaient cette vidéo et que du coup on devrait faire un split sur ce morceau-là ? Ouais. Ou en général, si tu veux prendre là, moi on prenait ce morceau-là c'est différent parce qu'il a vraiment refait l'instrumental, il a rechanté lui aussi. Donc je pourrais pas trop te dire, là je t'avoue que j'ai aucune idée. Niveau des splits, je pense que la majorité irait au label, je pense qu'il s'en tire avec 3-4%. Ok, ouais. Et du coup ça partirait... Si, de mon point de vue, si il devait avoir un split, pour moi il s'en tirait avec 3-4%. Du coup, ça partirait quand même genre 70% à la maison d'édition, ceux qui ont les masters. Il y a une partie qui serait du coup en tant que composition. Je sais pas le deal initial en fait. Je pense que ça partirait du deal initial. Ouais. Sur le split artiste, il rajoutera Angèle. Et derrière, Hélène Ray, il prendra ses points de compo, donc 3-4%, je pense. Bon, mais là, concrètement, est-ce qu'il génère de l'argent Je pense pas, je crois pas. Je crois que... Il est pas sur les plateformes, déjà, de streaming ? Non, du coup, il peut pas générer. Ok. Ah, c'est ça. Sur YouTube, je crois qu'il peut pas monétiser, sinon il se fait... Je crois qu'en fait, vu qu'il s'est fait strike, il peut pas monétiser. Non, mais de toute façon, elle est monétisée, la vidéo, mais c'est pas lui qui touche l'argent, en fait. Elle est directement, oui, c'est ça va directement directement au label. Ouais. Putain, c'est fou. Et là, typiquement... En gros, les revenus que va générer YouTube, ça va aller sur le split. Directement. Non, mais là, typiquement, c'est la voix d'Angèle, du coup. Parce qu'elle, maintenant, elle pourrait pas mettre son doigt de veto en mode, écoutez, on utilise ma voix. Les compositeurs ne sont pas... c'est tellement nouveau que je sais même pas à quel point Angèle elle aurait son mot à dire là-dedans. Ouais, non, mais dans le futur, tu vois. Typiquement, est-ce que là, on pourrait dire, mais en fait, au final, c'est le son, mais c'est ma voix. Du coup, au final, la compo, c'est toujours la même personne, mais l'artiste qui est derrière, c'est moi qui chante. Du coup, si je dois avoir une partie des sons, tu vois. Enfin, elle pourrait réclamer, je pense qu'elle pourrait réclamer, mais après, elle aussi, elle sait qu'elle a rien fait dessus. C'est sa voix qui a été reprise. Mais elle peut, je pense, elle peut pas réclamer, mais elle peut demander à ce que le morceau soit supprimé. Ah ouais. Je pense. Ce qui serait dommage. Ce qui serait dommage, mais elle le fera pas. Non, on va pas le... Après, sur cet exemple-là, elle le fera pas, mais après, je pense que d'autres artistes pourraient très bien le faire plus tard. Bon, revenir à ça, tu penses comment que les maisons de disques vont gérer cette question de propriété, de droit d'auteur, problème de droit d'auteur lié à ces... Je pense que le plus rentable pour eux, à l'heure actuelle, c'est de laisser faire. Parce que pour l'instant, tout le monde fait ses gauleries et tout, mais ça va se tasser, je pense. À la fin, il n'y aura plus que les artistes qui vont continuer d'utiliser ça. Je pense qu'ils vont dire, ils vont continuer de laisser faire, mais en échange de pourcentage, ou sinon ça va être la même politique que pour les remixes. Donc soit ça strike, soit ça strike pas, mais pas de revenus générés, sauf si c'est officiel. Ok.
Ouais, Ok, je ouais. pense être là. Et du coup, on se posait la question, est-ce que tu penses qu'à terme, on va enregistrer les artistes pour en fait garder du coup ces voix et que ce soit possible de les produire en voix de synthèse, même quand ils seront décédés, l'utilisation de ces voix? Du coup, Ouais. attends, je peux resynthétiser la question? Non, mais j'ai compris la question. En gros, c'est est-ce qu'une fois que les artistes seront décédés, on continuera d'utiliser leur voix Exactement. Franchement, vu l'industrie et comment elle est, je pense que c'est des choses auxquelles ils pensent, même déjà sur des artistes qui sont déjà morts, tu vois. Ouais, Mais je pense que du côté du public, ça va pas le faire. ok. Bon, attends, parce que moi, j'ai jamais vu, comment il s'appelle, XXXTentacion aussi productif depuis son décès. Hein. Tu vois, on peut aussi se poser Non, la mais- question, ça, tu vois. Ça, Parce que- c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des morceaux qui Ça, je suis enregistrés, d'accord. tu vois. Mais tu vois, genre, ça a juste. Mais le public, c'est des bides, hein, ces albums qui sont sortis depuis. Les gens, ils sont pas réceptifs. Ça, Pas la ça. même chose. Ah, ouais, mais je suis d'accord. Mais tu vois, il y a quand même, je pense, il y a quand même de l'argent qui a été produit. Ouais, mais par curiosité. Et puis parce que vraiment, il est mort. Ouais, mais pourtant, il y a une authenticité parce que lui, on sait que c'est des tracks qui ont été faites, tu vois. Ouais, mais On pourrait du dire coup, que- imagine si des tracks qui n'ont pas été faits. Bon, alors là, non, là, on revient à ces IA, tu vois, que ce soit pas lui qui les ait posés. Mais par exemple, pour revenir à ça, faire une comparaison par rapport aux hologrammes, quand il y avait un artiste qui était mort et que 7 ans, on mettait son hologramme en concert, tu crois que ça sera la même chose en concert avec les IA, tu crois? Est-ce Non. qu'on pourrait faire des scènes 100% IA? IA, ouais. Que Bah, des hologrammes. peut-être, hein, avec- comme les VTubers et tout, là. Non, les VTubers, les YouTubeurs virtuels, là, ou Virtuels. les artistes virtuels en Corée, etc. Ah Exactement, putain, ouais, c'est ouais, ouais. ça. Ça, Mais Ouais, mais c'est pas du je tout le pense même que ça public. s'adresse, voilà, c'est un public spécifique, mais les gens, ils veulent voir leur artiste quand ils vont en concert. bien sûr, non. Ça, Ouais, D'ailleurs, tu payes pour ça, en fait. t'imagines, tu payes pour voir un hologramme. Après, en fait, on sait pas. Oh, Là, ça me- actuellement, on dit ça, mais tu sais, peut-être dans 2 générations, ce sera normalisé. De ouf. Bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu crois que ces outils seront banalisés avec le temps? Comme ChatGPT actuellement? Ouais, parce qu'il a fait beaucoup de bruit en arrivant, mais au final. Bah ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup de bruit, mais au final, les gens, ils font ça pour rire au début, mais il n'y a pas d'utilité à faire ça, tu vois. Ils peuvent même pas générer de revenus. Donc, il n'y a que les professionnels qui vont l'utiliser. À voir comment ça se développe, tu vois. Peut-être des gens, par exemple, ça, c'est peut-être plus probable, des gens qui ne savent pas poser, par exemple, ils vont travailler avec des writers. Ouais. Et ensuite, ils vont poser leur voix sur ce que les writers ont fait. Mais là aussi, c'est encore une autre histoire. Mais ça, ce serait fabriquer des artistes. Ouais, non, c'est compliqué. Compliqué, ouais. Ok, du coup, nous, on a fini. Ok. Merci d'être venu déjà. Et du coup, nous, on aime toujours finir nos podcasts par une reco. Est-ce que tu as une recommandation ou un conseil à donner aux gens? Ok. Plutôt, alors, est-ce que déjà, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Bonne chance. Je pense. Non, de faire ce qu'il kiffe, franchement. Pas se prendre la tête. Et si ça prend, ça prend. Et si ça prend pas, ben, C'est pas la mort d'un amant. Ouais. c'est qu'il faut continuer. Oh. Ça, c'est. Bien joué. Bien placé. Et du coup, est-ce que tu as une recommandation? Toi, Non. toi, t'en faut peu en fait. Hein. De quoi? Toi, ça fait de gaulerie, ça. Non, parce que le contexte, parce que avant, au tout départ, audio architecture. Mais c'est un italien, c'est pour ça. Ah. Ça, il Ah, va- alors, du coup, tu as une recommandation. Alors, une recommandation, c'est des gens qui me l'avaient recommandé là dernièrement beaucoup. C'est le livre The Creative Act de Eric Rubin. Ok. En fait, c'est un livre qui te remet en perspective un peu tout ce qui a été oublié sur la création, le processus de création, en fait. Genre, un peu de sortir de sa zone de confort, en fait. C'est vraiment des trucs... En fait, le livre, il te rappelle juste des trucs basiques, mais en fait, il te réapprend à reproduire comme au début, en fait. Ouais. C'est-à-dire recontextualiser la musique, genre les inspirations, etc. Donc c'est pour ça, et c'est d'ailleurs avec ce livre-là que j'ai revu mon processus de création, de partir de quelque chose que je n'utilise pas d'habitude, et ensuite d'implémenter ce que j'utilise d'habitude là-dedans pour faire quelque chose de nouveau. C'est via ce livre-là que j'ai développé ça. Ok, nice. Et, T'as une- Ouais. Je ne l'ai pas encore terminé, mais jusqu'ici, j'ai vraiment pas mal Tu le lis en français ou en anglais? en anglais. Et toi, t'as une reco, toi? Bah, tu parles de livres, je vais peut-être faire une reco du livre actuel que je suis en train de lire, Can't Stop, Won't Stop. Ça parle vraiment de tout cet univers hip-hop depuis les années 70, Ok. le contexte autour, et
c'est un livre épais qui a pas mal d'infos. Et pour tout passionné du mouvement hip-hop, n'hésitez pas à lire Can't Stop, Won't Stop. Voilà. Bon, je voulais faire. Ok, ben alors moi, du coup, le livre que là j'ai fini dernièrement, c'est les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ok. Et du coup, ça parle un peu de tes blessures de quand tu étais jeune et que tu te construis. Et du coup, en fait, elle classe en fait 5 blessures que tu peux avoir et qu'est-ce que ton ego et comment est touché, comment on peut passer à travers ça et comprendre que certains mécanismes qu'on a, c'est juste de la peur ou des expériences qu'on a mal vécues et que c'est pour ça que ça t'apprend en plus à prendre du recul sur comment tu vis, comment tu réagis. Ok. Et du coup, c'est super intéressant. Ouais. C'est beaucoup d'introspection, Ouais. beaucoup de réflexion sur ton adolescence ou ton jeunesse. Et du coup, c'est super intéressant parce que moi, ça m'a permis quand même pas mal d'analyser les gens autour de moi Ok. et aussi de comprendre beaucoup de fonctionnement aussi. Pourquoi je suis si rigide, pourquoi je suis si intolérant envers certaines choses. Au lactose. Le Au lactose. gluten, il y a un enfer. Mais non, mais c'est super intéressant si vous êtes sur de l'introspection et un peu une volonté de devenir un être humain meilleur. Je pense que c'est bien pour Ça s'appelle comment le livre les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. C'est assez connu. Je pense que les gens qui Ok. font un peu de l'introspection ils disent bah, espèce de connard, ça le parle quoi. On commence Ouais. d'habitude, mais voilà. Ok, Kevin. Right. Bah écoute, merci d'être venu. C'est vraiment cool. On te félicite encore pour cette EP qui était vraiment j'ai beaucoup apprécié. Demain. Merci. Je me réjouis de la suite et en tout cas on te souhaite le meilleur Yes. pour le reste de ta carrière et Yeah. on espère qu'on te verra tourner l'été 2024. L'été prochain. Ouais, Let's go. C'est le but. Magnifique. Let's go. Big Force. Et so à toi et so à Kémis du coup pour le jingle. Merci Yes, à toi mon ce bon ref. vieux Willem. Ce bon vieux Willem. et voilà, est-ce que tu as un mot pour clore ce podcast? Merci beaucoup d'être là et que du bon pour la suite. Yes, Imer, tu l'as déjà dit. Juste chiant mec. Trop relou, trop relou.